Bon, écoutez, on va commencer. Merci à tous d'être venus. Bonne année 2025. Il est encore temps. Euh, je ne vais pas présenter moi-même le rapport. Je vais laisser les deux auteurs principaux qui sont là le faire. Je voudrais simplement vous dire quelques mots sur pourquoi est-ce qu'on a fait ce rapport, sachant qu'on a souhaité le présenter dans un premier temps devant un petit groupe comme celui de ce matin, d'une façon très interactive. Donc les présentations seront très courtes. Parce que le rapport est un peu technique parfois et donc il nécessite d'être expliqué, même si c'est un rapport qui peut être lu par tout le monde. Et donc l'idée, c'est bien d'avoir des présentations courtes et d'avoir un dialogue avec vous et que vous puissiez poser des questions pour soit mieux comprendre certains points, soit approfondir des choses qu'on aurait dites trop rapidement à l'oral. Petit rappel historique. euh, le but aujourd'hui n'est pas de parler du plan bleu, mais il faut quand même expliquer ce qu'est le plan bleu parce qu'il est très mal connu en France, il est davantage connu dans les autres pays méditerranéens. En 1972, il y a eu la première grande conférence internationale sur l'environnement qui portait le mot environnement, qui était la conférence de Stockholm. 20 ans avant la conférence de Rio. Tout le monde se souvient de Rio, mais beaucoup de gens ont oublié Stockholm. Avant, il y avait eu des conférences internationales sur la protection des oiseaux, sur l'eau, sur des choses comme ça, mais pas sur l'environnement. Et donc, ça a été la première. Et le principal output de cette conférence a été de se rendre compte qu'il n'y avait pas d'organisme international pour gérer les questions d'environnement et d'en créer un. Et ça a été le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNU, basé à Nairobi. Et c'était la première fois qu'un organe de ce type était basé dans un pays du Sud. Une des premières décisions qu'a prise le PNU, ça a été de lancer un programme des mers régionales. Euh, Leur idée étant que il y avait déjà un problème de pollution des mers, pour que les mers puissent régler leurs problèmes, si ça peut pas se faire au niveau de l'échelon national, puisque si un pays est nickel chrome et ne rejette rien dans la mer et que l'autre à côté rejette tout, ça peut pas fonctionner. Et donc l'ONU a dit, bah, nous on a une valeur ajoutée puisqu'on sait faire coopérer les pays entre eux. Et donc, on lance un programme des mers régionales qu'ils appellent aujourd'hui les joyaux de la couronne de la diplomatie environnementale. Parce que ce programme a assez bien marché et on a maintenant une douzaine de programmes de mers régionales. Mais la Méditerranée a été le premier pour différentes raisons. Parce que d'abord, il y avait plusieurs personnes d'origine méditerranéenne dans le PNU au départ. Et ensuite, parce que la Méditerranée était déjà, et cela depuis des millénaires, une zone compliquée et conflictuelle, et qu'ils se sont dit, si ça marche en Méditerranée, ça marchera ailleurs. Donc, ça s'est construit autour d'un traité international, qui est la Convention de Barcelone, qui va fêter son cinquantenaire. Donc, c'est un des plus vieux traités sur l'environnement qui existent dans le monde, auxquels sont partis les États riverains, plus l'Union européenne, ce qui est important. Cette convention a 7 protocoles additionnels. Donc, ces textes ayant tous la valeur de traités internationaux, donc ils ont une valeur juridique forte, puisque c'est une valeur qui est supérieure à celle de la loi française. Euh, la France a été très en pointe à l'époque pour l'adoption de la Convention de Barcelone et pour le lancement de ce programme d'action en faveur de la Méditerranée. Et donc, c'est pas sans intérêt de rappeler ça, puisque vous savez que la France organise l'UNOC au mois de juin, et donc, en quelque sorte, 50 ans après, la France revient sur le devant de la scène. Elle ne l'a en fait jamais quitté, mais elle revient en tout cas sur le devant de la scène méditerranéenne et océanique, avec en plus un UNOC qui se passera dans une ville côtière de la Méditerranée, ce qui est un clin d'œil et un symbole par rapport à ce qui s'est passé il y a 50 ans. Alors, le plan bleu, en 2 mots, c'est une structure française de droit français, mais qui met en œuvre un programme de coopération régionale, ce qui est une structuration un peu compliquée à comprendre, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous participons à la diplomatie multilatérale. C'est la raison pour laquelle nous faisons peu de choses sur la France et nous sommes peu connus en France parce qu'en fait, nous intervenons davantage dans des pays étrangers et notamment dans des pays du sud du bassin méditerranéen, puisque dans le système de la Convention de Barcelone, euh, dans les années 70, quand tout ça a été créé, la dimension nord-sud était extrêmement présente dans les relations internationales et on trouve ça beaucoup dans les textes de la Convention de Barcelone et les protocoles. Alors, pourquoi ce rapport? Euh, Premièrement, quand on regarde la façon dont a été créé le plan bleu et
je rends hommage, j'en profite pour rendre hommage à son principal créateur qui a été Serge Antoine. La prospective a été d'emblée considérée comme une chose qui devait être une dimension essentielle de son action. Et ça n'a pas cessé depuis. Donc, dès le départ, le Plan Bleu a fait de la prospective, a fait des scénarios de ce qui pouvait se passer, en plus de faire des études. Et puis, par ailleurs, le Plan Bleu, comme je l'ai dit tout à l'heure, agit dans un cadre de coopération régionale et donc il a un mandat. Ce mandat lui est délivré par la COP des parties à la Convention de Barcelone, c'est-à-dire les États parties qui se réunissent tous les 2 ans. La dernière COP était en Slovénie, la prochaine sera en Égypte. C'est une fois un pays du Nord, une fois un pays du Sud. Et nous devons donc exercer dans le cadre de ce mandat. Nous ne pouvons pas outrepasser ce mandat. Et ce mandat nous demande de produire des études sur l'état de l'environnement, l'état du développement, l'état des choses en Méditerranée, mais aussi des projections, des scénarios et de la prospective. Alors, à partir de là, je voudrais dire, pour que les choses soient claires et pour dégager le terrain aux intervenants qui vont suivre, ce que ce rapport n'est pas. Ce rapport n'est pas un état des lieux, même si évidemment il part d'un état des lieux. Ça n'est pas une prévision. Je laisserai Jacques et Denis bien expliquer la différence qu'il y a entre prévision, projection et prospective. Ça n'est pas un rapport sur la protection de l'environnement de la mer Méditerranée et ça n'est pas non plus un rapport qui est limité à la mer. Il va au-delà, il prend en compte l'ensemble de la région géographique et géopolitique. Donc c'est une prospective et il s'attache à l'ensemble de la zone terre et mer. Et ce qui est très important, c'est que c'est un rapport qui porte beaucoup plus sur le développement et notamment le développement durable de la région. Le nom global, le nom entier du plan bleu, c'est Plan bleu pour l'environnement et le développement en Méditerranée. Alors, par abréviation, on appelle plan bleu et on met beaucoup l'accent sur l'environnement. Mais dès le départ, l'idée a été que on ne pouvait pas parler d'environnement sans parler de développement en Méditerranée. D'abord parce que les écarts de richesse entre les pays du Nord et les pays du Sud sont très importants, que ces écarts de richesse ne se sont pas vraiment réduits et qu'on ne pouvait pas parler d'environnement sans parler de développement, notamment dans les pays du Sud. Et l'idée de la création de ce programme PAM comme du mandat du Plan Bleu, c'est bien de permettre le développement sans nuire à l'environnement, d'où meilleure gestion des ressources naturelles, etc. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que, en fait, le Plan Bleu a fait du développement durable avant même l'apparition du concept de développement durable. Je vous rappelle que le développement durable, on le date souvent de l'apparition du rapport Brundtland en 87. En fait, sa première mention est dans le rapport de l'UICN sur la stratégie mondiale de la conservation en 1980, mais dès 1977, le plan bleu était dans l'optique du développement durable. Un dernier point sur les limites de ce rapport. Bon, évidemment, comme tout rapport, il est imparfait. Et donc, vos questions, vos critiques et celles qui viendront permettront à la fois de préciser certains points et de le perfectionner si c'est besoin. Ça n'est pas un rapport qui se veut directif ou prescriptif. Nous n'avons pas, dans notre mandat, les compétences pour dire aux pays ce qu'ils doivent faire. La coopération régionale dans laquelle nous sommes respecte le principe de souveraineté nationale des États. C'est aux États à prendre ensuite des décisions par rapport aux informations et aux scénarios prospectifs que nous leur apportons. Donc, notre rôle, certains d'entre vous pourront peut-être trouver qu'il est trop limité, mais il est défini comme ça, c'est de fournir des éléments pour favoriser et pour éclairer des décisions des gouvernants des différents pays concernés, si possible de long terme, si possible planifié, si possible ce qu'on appelle de planification intégrée, c'est-à-dire intégrant l'environnement dans les politiques publiques. Et nous essayons de formuler ces informations, ces études et ces scénarios à destination de deux types de publics. D'une part, les décideurs, pour des raisons évidentes, mais d'autre part aussi, et c'est très important, la société civile. Alors, les sociétés civiles sont plus ou moins fortes selon les pays, mais l'idée est bien que ce rapport, les sociétés civiles des différents pays s'en saisissent au-delà des décideurs et que dans chaque pays, les sociétés civiles puissent interroger les autorités locales, municipales, régionales, nationales, en leur disant, voilà, on a un rapport qui nous dit que il y a tel et tel scénario possible. Par rapport à ça, vous, gouvernement, vous, autorités locales, comment prenez-vous en compte cela? Quelles décisions
comment infléchissez-vous, pardon, les décisions que vous êtes en train de prendre, etc. Et évidemment, ça commence par vous, à qui on présente ce rapport en avant-première. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que évidemment, il vous a pas échappé que ce rapport paraît en 2025, donc il court pour le quart de siècle qui vient, et que 2025, c'est l'année de l'UNOC. Et je remercie d'ailleurs Madame Rampal d'être là et de représenter Monsieur Estrosi, le maire de Nice, puisque la prochaine grande étape se tiendra à Nice et que nous souhaitons tous que l'UNOC de Nice soit un grand succès. Et donc c'est une première étape, en quelque sorte, c'est une contribution que nous apportons à l'UNOC, ce rapport sur la Méditerranée, et nous souhaitons beaucoup qu'il soit débattu à l'UNOC, si c'est possible, présenté à l'UNOC, avec les parties méditerranéennes, avec pas seulement les membres internationaux, si je puis dire, de l'UNOC qui seront là, mais peut-être les élus locaux. Il y a peut-être quelque chose à organiser là-dessus. En tout cas, nous serions tout à fait heureux de pouvoir le faire. Alors, je vais maintenant laisser la parole aux principaux responsables de ce rapport, puisqu'il a été rédigé sous la direction scientifique de Jacques Tess, qui est à ma gauche, et de Denis Lacroix, qui est à ma droite, avec le concours de Khadija Amin, qui est au siège à Marseille, et avec le concours, je souhaitais le dire aussi, de beaucoup d'experts, je ne peux pas tous les citer, parce que beaucoup d'experts de différents pays, puisque le mandat et l'exercice qui nous avait été demandé par la COP de la Convention de Barcelone, c'était de faire une prospective participative, ce qui complique évidemment les choses, mais ce qui les enrichit aussi, et ce qui explique aussi qu'il ait fallu du temps pour faire ce rapport, parce que tout ce qui est participatif suppose des ateliers dans différents pays. On a eu en plus la période du Covid qui n'a pas facilité les choses, raison pour laquelle le rapport a été un peu long à faire. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Jacques Tess, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a œuvré assez longtemps au ministère de l'Environnement, qui est vice-président de la Société française de prospective, qui est vice-président du Plan Bleu. Et je passerai ensuite la parole à Denis Lacroix, qui est secrétaire général du Plan Bleu, qui a été longtemps, qui est ingénieur agronome de formation, qui a été longtemps en poste à l'Ifremer, où il s'est notamment occupé de créer et de développer un département sur la prospective. Et donc nous avons la chance, dans le bureau du Plan Bleu, d'avoir deux des meilleurs prospectivistes de France. Et je voudrais terminer en les remerciant beaucoup, parce que je sais à quel point ils se sont investis à titre personnel jusqu'au dernier moment et depuis plusieurs années pour la réussite de ce rapport. J'ajoute juste un point que j'ai oublié de dire et que j'aurais dû dire, c'est que ce rapport est le troisième exercice prospectif que le Plan Bleu fait. Nous avons déjà publié un exercice prospectif en 1989 et un autre en 2005. Donc, c'est vous dire la rareté de ce genre de rapport, parce qu'il nécessite de mobiliser d'assez gros moyens. Ça se fait à peu près une fois tous les 20 ans. Ça, c'est un point important. Et le deuxième point qui est important, à mon avis, c'est que si vous regardez dans le rapport la partie qui résume un peu ce qui s'est passé depuis 89 et 2005, on voit que même si la prospective n'est pas de la projection ou de la prévision, un certain nombre de choses qui avaient été envisagées dans le rapport de 2005 et dans le rapport de 89 se sont passées à peu près comme on l'avait envisagé. Donc on ne s'était pas trop trompé. Voilà, je termine là-dessus sans vouloir être plus long et je passe tout de suite la parole à Jacques. Oui, voilà, merci. Donc, bonjour à tous et tous mes voeux aussi, hein, à tout le monde. Alors, nous allons, avec Denis Lacroix, qui est à ma droite, vous présenter brièvement les grandes lignes de MED 2050. Je rappelle que pour des résultats plus précis, vous avez aujourd'hui à votre disposition, d'une part, le rapport d'un peu plus de 200 pages, une synthèse de 15 pages et un résumé de 5 pages. Donc voilà, c'est important de le dire. Alors, comment nous allons nous partager cette présentation ? Je vais vous présenter très brièvement les caractéristiques essentielles, principales de la démarche, celles qui sont vraiment nécessaires pour comprendre le reste. Et puis ensuite, j'indiquerai quelques messages essentiels qu'on peut tirer de ce travail sur les tendances futures, les possibles ruptures, les enjeux prioritaires. Et puis ensuite, Denis Lacroix prendra la parole pour présenter les scénarios, puisqu'en fait, il y a plusieurs scénarios, 6 scénarios qui sont envisagés dans MED 2050. Et puis, je reprendrai la main à la fin pour vous dire les quelques conclusions, parce qu'effectivement, ce n'est pas des recommandations politiques, mais il y a quand même des conclusions qui sont importantes. Alors donc, d'abord l'essentiel de la démarche. Je me limite vraiment à ce qui est utile pour comprendre le reste. Alors d'abord, la première chose sur les objectifs de ce travail.
Il y a 3 objectifs. Il y a le premier qui est classique, qui est anticiper les évolutions des écosystèmes à la fois marins et terrestres et déterminer les conditions de leur conservation et de la résilience à long terme. Ça, c'est un premier objectif. Le second, c'est de fournir des éclairages utiles à une transition de la région vers un développement durable. Et le développement qui est nécessaire naturellement à la protection de ces écosystèmes. Et puis ensuite, identifier les risques majeurs de crise ou de rupture qui pourront avoir un impact négatif à la fois sur cette protection et sur le développement durable. Alors, les 2 premiers objectifs, en fait, c'est des objectifs classiques pour le plan bleu depuis très longtemps, puisque on lit en permanence environnement et développement. Le troisième, en revanche, n'existait pas dans les autres travaux précédents. Il répond en fait à l'idée que la gestion des risques majeurs et la gestion des incertitudes va être en fait un enjeu essentiel pour les 30 prochaines années et donc on ne peut pas s'en tenir simplement aux tendances à long terme. Alors cette attention aux incertitudes, aux ruptures, aux risques, etc., c'est une des spécificités de MED 2050 actuelle qui a plus globalement en fait 4 caractéristiques majeures. Alors il y en a déjà plusieurs qui ont été évoquées par le président à ma droite. Alors je vais le dire d'abord 4 caractéristiques. Alors, premièrement, d'abord, c'est quelque chose un travail, un projet hors norme, en fait, dans la prospective. C'est un des rares exercices longs de prospective qui a été fait dans les années récentes. Il n'y en a que quelques-uns voilà, dans les années récentes. Il a duré pratiquement 4 ans, 3 ans, mobilisé une centaine d'experts, plus de tas de consultations de personnalités, sous le pilotage d'un comité d'orientation qui représentait les acteurs de la Méditerranée et puis d'un groupe de pilotage. Donc, un projet hors norme. Pour le reste, en fait, on peut caractériser MED 2050 par ce qu'il n'est pas, plutôt que par ce qu'il est. Alors, on l'a dit déjà, mais je le répète. D'abord, ce n'est pas seulement une prévision de ce qui va se passer en 2050, mais une prospective, c'est-à-dire qu'elle intègre les incertitudes et les ruptures possibles, les visions des futurs qui sont portées par les acteurs, et puis aussi les chemins de transition possibles pour aller vers ce qui serait souhaitable. Donc ça, c'est donc pas seulement une prévision, mais une prospective. Ensuite, on l'a dit aussi, ce n'est pas seulement un exercice qui porte sur la mer. Il y a toujours une ambiguïté sur qu'est-ce que c'est que la Méditerranée, est-ce que c'est la mer, est-ce que c'est la région. Donc c'est à la fois la mer et la région. Et ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la mer et la région, mais dans le contexte des changements globaux, des changements climatiques globaux qui arrivent aussi en dehors de la région. Et puis, dernière caractéristique, c'est que ce travail de MED 2050 ne prend pas seulement en compte les impacts de telle ou telle activité, par exemple le tourisme, le transport maritime, l'agriculture, etc., mais il s'appuie en fait ni non plus uniquement sur les évolutions démographiques, mais il s'appuie sur une approche systémique qui est très très large, qui intègre toutes les dimensions qui sont en aval et en amont de ces activités. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère que c'est ce qui est en amont et en aval, ça va déterminer aussi ce qui va se passer. Alors, donc, cette approche globale, c'est ce que montre le transparent suivant. Alors, volontairement, c'est un transparent qui n'est pas lisible, que vous ne pouvez pas lire, hein, donc je ne vais pas le développer. Simplement, la seule chose que vous pouvez voir, c'est qu'il y a 7 dimensions qui sont prises en compte hein, dans ce travail. Il y a le contexte mondial, qu'est-ce qui va se passer au niveau mondial, là, y compris le climat, la démographie, l'occupation du territoire, l'économie au niveau à la fois macroéconomique et sectoriel, la science et la technologie, les sociétés, tout ce qui se passe au niveau sociétal, les changements sociaux, etc. Et enfin, la gouvernance au niveau à la fois des pays et méditerranéens. Donc, 7 grandes dimensions qui sont prises en compte. Et là, en fait, ce que vous n'arrivez pas à lire, c'est en fait le fait que pour caractériser chacune de ces dimensions, on a travaillé sur un certain nombre de variables. En fait, il y a 37 variables qui ont été prises en compte. Hein, c'est un gros travail ça va depuis les tendances mondiales jusqu'à la pêche et l'aquaculture. Donc, pour lequel, en fait, il y a eu des travaux spécifiques qui ont été faits à chaque fois sur chacune de ces variables. Alors, dernier élément de la démarche, c'est son déroulement dans le temps. Son déroulement dans le temps, donc on l'a dit, c'est un travail qui a été assez long hein, pendant plusieurs années et en fait qui s'est découpé en 5 phases. Alors, ce qui est important, c'est que les 5 phases ne sont pas encore complètement terminées. Il n'y en a que 3 qui sont complètement achevées. Il va y avoir un travail supplémentaire après. Alors, une première phase qui est en fait la phase proprement prospective, la constitution du socle prospectif, les tendances, les ruptures, les signaux faibles, etc. Ça, c'est le socle prospectif. Il y a une deuxième phase qui a été très importante, c'est-à-dire c'est une phase en fait de consultation à la fois des jeunes et des personnalités pour voir les visions de l'avenir. Au départ, en fait, quand on a lancé ça, on pensait qu'on allait pouvoir
aller faire des travaux spécifiques à chaque région. On n'a pas pu. Pourquoi? Parce que le commencement, le démarrage de cet exercice en 2020, c'est le moment où le Covid est arrivé. Donc les 2 premières années, c'était les années sous Covid. Et donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire au niveau sous-régional, mais on a interrogé des personnalités. C'est peut-être la partie la plus intéressante du travail. Il y a une troisième phase qui a été la phase proprement dite d'élaboration des scénarios, de stabilisation, discussion des scénarios, qui a aussi pris du temps. Et puis, il y a encore 2 phases qui ne sont pas complètement terminées. Il y a une phase qu'on appelle une phase de co-construction des chemins de transition, c'est-à-dire de voir, en fait, par rapport au scénario, c'est de voir quelles sont les transitions qu'on peut, de manière réaliste, mener sur le terrain pour aller vers les scénarios qui sont souhaitables ou pour éviter ce qui n'est pas souhaitable. Hein. Donc ça, c'est les chemins de transition. Alors, ce n'est pas encore commencé complètement, mais on a déjà beaucoup d'éléments dans les scénarios. Et enfin, naturellement, la phase de valorisation. Et le premier jour de cette valorisation, c'est aujourd'hui, avec donc cette conférence de presse, mais il y aura beaucoup d'autres choses de valorisation. Donc, deuxième point, là, je me suis vraiment limité à l'essentiel. Maintenant, j'arrive au deuxième point, c'est les résultats. Les résultats à la fois sur les tendances, sur les ruptures et sur les enjeux. Alors, j'insiste d'abord qu'on va vous présenter que quelques résultats, hein, parce qu'en fait, à cause du temps, on va se limiter. Et naturellement, on est prêt à répondre à toutes vos questions si vous avez des points de détail. Et il y a beaucoup de choses aussi qui sont dans les rapports. Alors, avant de vous donner les résultats de cette prospective, je pense qu'il est important, à mon avis, de vous rappeler, si vous ne l'avez pas en tête, mais je pense que vous l'avez tous en tête, hein, la situation dont nous partons aujourd'hui, pour montrer que la Méditerranée, c'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel au niveau mondial. Alors naturellement, c'est exceptionnel par ses atouts, son attractivité, hein, le fait qu'il y a 30% du tourisme mondial qui est en Méditerranée. Mais malheureusement, ce n'est pas seulement ces aspects positifs, c'est aussi malheureusement une situation écologique qui est très très difficile. Et il faut avoir en tête, avant de faire une prospective, qu'il y a 5 réalités qui sont déjà particulièrement préoccupantes pour la Méditerranée. Première réalité, c'est d'abord, après l'Arctique, la région du monde qui se réchauffe le plus vite, 20% plus vite que la moyenne en mondial. Deuxièmement, c'est l'un des hotspots, ce qu'on appelle les hotspots, c'est les points principaux de la biodiversité marine en particulier. Bon, 17 000 espèces, mais surtout très important. Mais surtout très important, c'est-à-dire 25% d'espèces endémiques, c'est-à-dire qui n'existent qu'en Méditerranée. Hein. Mais c'est aussi donc, une très grande richesse écologique, notamment de la mer, malheureusement parmi la plus menacée. Si on regarde simplement les espèces commercialisées, par exemple, il y a un taux d'exploitation de ces espèces commercialisées de 75 à 80%. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a eu une baisse des prises de poissons, par exemple, de 92 à 2020, donc importante. Alors, c'est en même temps la mer du monde qui est la plus polluée notamment par les plastiques. 8 fois plus qu'ailleurs. C'est une mer semi-fermée qui reçoit beaucoup de fleuves. Hein. C'est aussi là où vivent 60% de la population mondiale qui est pauvre en eau, avec plus de 55, pratiquement les 2 tiers des habitants du Sud qui souffrent déjà d'importantes pénuries d'eau et de stress hydrique pratiquement permanent. Et enfin, plus globalement, si on regarde les choses plus globalement, c'est une des régions du monde où l'empreinte écologique dépasse le plus les biocapacités, c'est-à-dire les capacités des milieux écologiques à s'y adapter ou à les compenser. Donc la situation de départ, elle est déjà très, très problématique. Et c'est par rapport à cette vulnérabilité spécifique à la Méditerranée qu'il faut regarder ce qui va se passer au niveau des tendances. J'en arrive donc aux tendances et je vais me limiter simplement à 6 tendances qui sont vraiment des tendances les plus structurantes pour l'avenir à l'horizon 2050. Alors, la première tendance, naturellement, c'est pour le climat. Donc, une hausse des températures prévue pour 2050 de 2,3 degrés. On a déjà très au-delà de l'accord de Paris, hein, ça, avec toutes les conséquences, sécheresse, inondations, canicules terrestres, canicules marines, un début parfois d'ouragan, ce qu'on appelle les médicanes. C'est aussi la hausse du niveau des mers qui, dès 2050, atteindra déjà 40 cm, c'est-à-dire déjà pourra avoir des conséquences pratiques dès 2050. Alors tout ça avec des conséquences à la fois économiques et sur la santé, écologiques, économiques et sur la santé, ou les conditions de vie qui sont énormes. Par exemple, une baisse des rendements agricoles, on va estimer de l'ordre de 17-20% d'ici 2050.
une hausse très forte, par exemple, des vagues de chaleur et des jours de température extrême, plus de 35 degrés qui rendront la vie très difficile. Alors, naturellement, ça existe déjà dans les pays du Sud, mais dans les pays du Sud, comme la Tunisie, par exemple, on passera de 60 ou 70 jours de jours extrêmes à 120, 130, donc pratiquement 50% de plus. Et puis, ces jours extrêmes vont devenir aussi, vont être multipliés par 6 ou par 7 ou 8 dans les pays du Nord. Donc, des conséquences, je ne détaille pas, mais très, très importantes. Deuxième chose, la démographie. Alors, oui, pour le climat, simplement, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé, hein? C'était ce qui était prévu il y a 20 ans pour 2100 se produira avant 2050. Hein. Ça, c'est la chose importante. Alors, en matière de démographie, maintenant, alors une transition démographique qui est achevée dans pratiquement les 2 tiers des pays, donc qui ne bougera pas, mais malgré le fait que cette transition est achevée dans les 2 tiers des pays, on aura une poursuite de la croissance globale de la population méditerranéenne de l'ordre de 150 millions en plus, ce qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'on passera de 520 à 630, 690 millions, 20 ou 30% de plus, avec surtout des évolutions extrêmement contrastées entre le nord et le sud. C'est-à-dire dans le sud, sud et est, une augmentation de la population de l'ordre de 50%, ce qui n'est pas négligeable, alors qu'on aura soit une stagnation ou un déclin dans les parties du nord. Donc ça, c'est pour la démographie, avec naturellement des conséquences très importantes. Pour ce qu'on appelle la transition urbaine, c'est-à-dire l'évolution rurale, du rapport entre rural et urbain, hein, on aura un taux d'urbanisation qui dépassera presque partout. Il y a une seule exception, c'est l'Égypte, qui restera, bon, donc une seule exception, qui dépassera pratiquement partout 70%, en atteignant en moyenne à peu près 82%. L'occupation du territoire, ça c'est très très important, cette évolution de l'occupation du territoire. Donc on a une accélération de la concentration des populations et des activités à la fois dans les métropoles. Donner un exemple, le Caire, 30 millions, plus de 30 millions d'habitants minimum en 2050, et une concentration encore plus grande que maintenant de la population sur le littoral. Bon, alors, on a des statistiques très mauvaises sur cette concentration, mais en gros, on passera de l'ordre de 30% aujourd'hui à 50%, beaucoup plus dans le sud, ce qui veut dire qu'une grande partie de l'augmentation de la population, hein, elle va se faire aussi sur le littoral et sur les grandes villes. Hein, et donc ça, c'est donc qu'il faut rappeler. Du côté de la mer, alors du côté de la mer, c'est pas nécessairement un effondrement démographique, un effondrement ou une baisse globale de la biodiversité, mais c'est ça le phénomène majeur finalement, c'est une transformation structurelle de l'écosystème marin, c'est-à-dire une tropicalisation de l'écosystème marin, c'est-à-dire la Méditerranée de 2050 ne sera plus du tout la Méditerranée de maintenant, hein, ce sera autre chose. Ça ne veut pas dire que la biodiversité va, et ça notamment dans la partie est. Alors tout ça, c'est la conséquence de la hausse des températures, de l'acidification de l'eau, des canicules marines qui vont être extrêmement dévastatrices, d'où en fait on aura un remplacement progressif de la biodiversité existante par des espèces halogènes, perturbation de l'écologie du plancton, prolifération des méduses, destruction des coraux, des herbiers de Posidonie. Donc en fait, on aura tout un écosystème qui va se transformer. Alors il faut bien dire que cette transformation, elles seront d'autant plus importantes qu'il y aura d'autres bouleversements qui vont se passer cette fois-ci, pas seulement au niveau global, mais au niveau méditerranéen. Donc il y a une synergie entre les deux types de conséquences. Et avec, là encore, par exemple, pour les plastiques, encore une hausse de 50%, et un développement des emprises sur la mer, des rejets des fleuves, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, tout ça ne conduisant pas nécessairement à une baisse des prises de pêche qui devrait se stabiliser vers à peu près 1 million de tonnes, notamment à cause de l'extrême augmentation de l'aquaculture. Enfin, dernière tendance, c'est pour l'eau, c'est le stress hydrique qui va affecter, on va passer de 180 millions, dans les pays du Sud, on va passer de 180 millions de personnes qui vont être affectées par le stress hydrique à 280, donc une augmentation très importante, et une généralisation en fait, des situations de pénurie, y compris dans le Nord. Voilà un peu pour les grandes tendances. Alors, j'ajouterai quelque chose, c'est que dans le rapport, il y a aussi des prévisions, par exemple, qui sont faites sur l'énergie, par exemple, des choses qu'on peut regarder.
mais on a renoncé à faire des projections ou des prévisions pour la plupart des activités économiques ou macroéconomiques, que ce soit pour le tourisme, le transport, le numérique, l'agriculture, etc. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a trop d'incertitudes à l'horizon 2050 et que, en gros, les moyennes régionales n'ont pas beaucoup de sens. Alors, par exemple, si on prend le tourisme, on sait que le tourisme a connu une baisse très forte à cause du Covid, que maintenant on est reparti dans la tendance, mais on ne va pas, comme dans les 30 dernières années, avoir un nouveau doublement du nombre de touristes dans la Méditerranée. Ça, c'est quasiment impossible et c'est très, très difficile à prendre en compte tous les facteurs de perturbation. En fait, les activités économiques, on les prend en compte, elles sont centrales dans ce travail, mais on les prend en compte comme des hypothèses dans les scénarios. C'est-à-dire que ça va dépendre des scénarios qui vont se produire. Voilà. D'autre part, on doit intégrer dans ces hypothèses quelque chose de très important auquel on attache beaucoup d'importance dans ce travail, c'est toutes les ruptures qui sont possibles à l'horizon 2050, puisque en fait, il va y avoir aussi beaucoup de ruptures possibles. Alors, sur les ruptures, bon, il y a eu des ruptures dans le passé, dans les 30 dernières années, il y a eu aussi des ruptures. Par exemple, il y a eu en l'an 2000, il y a eu la rupture des réseaux sociaux qui ont émergé très brutalement, etc. Il y a eu les ruptures géopolitiques, par exemple l'Irak et l'Iran, l'Irak, la Syrie, etc. Mais ce qui est important, c'est que dans les 30 prochaines années, en fait, on aura des ruptures pratiquement, des basculements possibles pratiquement dans tous les domaines. Ça, donc, on aura beaucoup plus de ruptures possibles. Alors, ces ruptures, en fait, ce sont des choses qui ne sont pas certaines, qui sont incertaines, mais qui sont plausibles, qui peuvent se passer de manière plausible dans les années futures. Alors, je ne vais pas, là, il y a le tableau qui est là, je vais pas développer là encore. Disons qu'il y a quatre grandes catégories de ruptures possibles, sur la géopolitique, sur la mer, sur l'énergie et le climat, et disons en gros sur tout le reste. Alors, je vais simplement vous donner 10 exemples. Je ne vais pas développer les 20 qui sont là. C'est une sélection voilà, je n'ai pas eu le temps de développer. Je vais simplement vous donner des exemples de ces ruptures pour, voilà, des choses qui sont plausibles. Par exemple, pour la mer, trois ruptures possibles. Par exemple, le détournement possible d'une partie du transport maritime en Méditerranée, soit par l'ouverture de corridors nord-est au nord de la Sibérie, soit par le blocage de l'accès au canal de Suez, par exemple. Par exemple aussi pour la mer, une forte extension du droit des océans, avec par exemple l'interdiction de l'exploitation des fonds marins, ou avec par exemple des interdictions sur le plastique. Ça, c'est une rupture possible. Autre chose aussi, très importante parce qu'elle a donné lieu à un des scénarios, c'est la transformation du statut de la mer Méditerranée qui serait reconnu comme un bien commun mondial. Donc voilà, par exemple, ça c'est pour la mer. Pour le climat, c'est peut-être la rupture la plus importante possible, hein, c'est une accélération spectaculaire du changement climatique avec le dépassement de ce qu'on appelle les points de basculement climatiques. Ça donne aussi lieu à un scénario. Une autre rupture, une union solaire méditerranéenne, ou encore une autre rupture possible, c'est une accélération de la sortie des fossiles. Vous savez qu'il y a des discussions au niveau international sur la vitesse de sortie des fossiles. Et donc là, il peut y avoir une accélération qui se traduirait aussi par une hausse du coût des transports qui utiliserait ces énergies fossiles, etc. Et puis pour les autres domaines, là j'en citerai aussi deux exemples, je me limiterai à deux exemples. Premier exemple, c'est une évolution plus rapide que prévu, y compris au sud, des valeurs et des comportements liés à l'accélération du changement climatique et à l'inquiétude des jeunes, etc., qui pourrait conduire à un renouvellement ou un changement des générations, hein, et un changement des valeurs portées par les nouvelles générations et l'arrivée politique de nouvelles générations. Ou encore une autre rupture, c'est un plan Marshall pour l'adaptation et l'eau qui serait au profit des pays du Sud, financé par des taxes, soit des taxes internationales, soit des taxes sur les transactions financières ou sur le tourisme, etc. Voilà, là je me limite, hein, je pourrais développer chaque rupture, en citer plusieurs, mais ce n'est pas possible. Alors je termine maintenant pour la présentation par les enjeux prioritaires. Alors les enjeux prioritaires, c'est ceux qui ont été cités à la fois par les experts, parce qu'en fait, il y a eu, je vous l'ai dit, une centaine d'experts, dont 25 dans le groupe de prospective, et c'est aussi les enjeux prioritaires tels qu'ils sont perçus par les personnalités qui ont été consultées.
Je vous ai dit qu'en fait, on a consulté à la fois les jeunes et les personnalités sur leur vision du futur. Et on a fait une 50aine d'interviews auprès de personnalités très diverses de la Méditerranée. Hein, ça va depuis des responsables politiques, des industriels, des associations. Il y a même aussi des gens de la culture, des religieux. Et on a fait 50 interviews et je dirais que ces interviews ont été tout à fait passionnantes. Vous en avez une présentation assez longue dans le rapport lui-même. Et elles ont permis en fait de porter un diagnostic qui est relativement lucide sur la situation et aussi de voir quelles sont les visions du futur qui sont portées par ces différentes personnalités. Alors globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ces visions sont relativement sombres. Ça rejoint un petit peu un travail qui a été fait de prospective qui a été récemment par un des meilleurs spécialistes de la Méditerranée, qui s'appelle François Daguzan, qui a dit, en fait, pour la Méditerranée, il n'y a qu'un seul scénario, c'est un scénario noir. Et donc là, on a un peu un caractère sombre, mais il est intéressant de signaler dans ces interviews que la Méditerranée n'est pas seulement perçue comme une région qui accumule des difficultés, mais comme un laboratoire de solutions, un espace de déploiement possible de nouveaux modèles de développement innovants, et pas seulement innovants, mais aussi qui peuvent inspirer aussi d'autres régions du monde. Donc il y a aussi tout un message positif sur ce qui est possible de faire. Alors ça suppose naturellement que soit pris en compte un certain nombre d'enjeux majeurs pour la Méditerranée, au moins qu'il y ait quelques-uns de ces enjeux qui soient pris sérieusement en compte. Et je termine donc par finalement les enjeux qui sont considérés à la fois par les experts et par ces personnalités comme des enjeux majeurs. En fait, il y en a 8, 8 qui sont à la fois des enjeux thématiques et des enjeux transversaux. Alors, premier enjeu majeur, le premier enjeu, c'est de commencer d'abord par donner dès maintenant la priorité à l'adaptation et à la prévention des risques majeurs. Donc, commencer tout de suite, pas attendre du tout, y compris dans les pays du Nord, à travailler sur l'adaptation. Deuxième chose, c'est essayer d'anticiper les bouleversements majeurs qui sont liés à la démographie, au changement territorial que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment par des politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme durable qui soient adaptées à la Méditerranée. Pourquoi? Parce que, en fait, si on continue, on a des risques majeurs, à la fois d'effondrement des espaces ruraux. Les espaces ruraux en Méditerranée pourront s'effondrer, et effondrement des villes moyennes et une occupation anarchique des littoraux. Alors, en fait, la politique d'aménagement du territoire, c'est absolument essentiel. C'est certainement l'enjeu le plus difficile aussi à réaliser, parce qu'il y a une très grande inertie, et donc il faut absolument faire quelque chose, mais c'est difficile, c'est l'enjeu le plus difficile. Troisième enjeu, c'est éviter, dans une situation difficile, c'est éviter l'irréversible. L'irréversible pour le sol et pour les emprises sur la mer, avec tout ce qui est, par exemple, le contrôle des nouvelles constructions, la non-exploitation des grands fonds marins, du pétrole offshore, non-développement des éoliennes, etc. Et puis, quatrième enjeu thématique, c'est tout ce qui est maîtriser ce qu'on appelle le nexus, c'est-à-dire le nœud des interrelations entre l'eau, l'agriculture, l'alimentation, l'énergie et l'environnement, ce qui suppose pas seulement une gestion écologique de l'eau et juste de l'eau, mais une bonne articulation des transitions agroalimentaires et des transitions énergétiques. Voilà donc pour 4 enjeux thématiques, et j'arrive maintenant rapidement aux 4 enjeux transversaux. Je vais aller très vite, je n'aurai pas le temps, je peux développer après. Il y a d'abord le fait qu'il faut mieux valoriser la spécificité de l'espace méditerranéen et les complémentarités de l'espace méditerranéen, l'espace commun, valoriser l'espace commun méditerranéen dans et hors de la région. En fait, c'est une région qui est mal identifiée, pas insuffisamment identifiée, et avec les complémentarités au niveau régional qui ne sont pas mises en valeur. Voilà. Deuxième chose, promouvoir une autre gouvernance méditerranéenne au niveau à la fois entre pays et au niveau des pays. Troisième enjeu, c'est conduire une transition juste des modèles économiques par secteur, et en valorisant les atouts locaux spécifiquement méditerranéens. Et puis, dernier enjeu,
c'est faire entrer la Méditerranée dans une société de la connaissance et du numérique, notamment en intégrant la culture de la mer. Voilà, j'ai fini. J'ai peut-être été long, mais Merci beaucoup, Jacques. Je passe tout de suite la parole à Denis pour les 6 scénarios qui ont été retenus, sachant qu'il aurait pu y en avoir plus, mais on s'est limité à 6. Merci. Donc, je les présente en lien avec Radija Amin, là, qui est à distance, et qui a participé à tout ce travail de mise en forme. Donc, ces 6 scénarios, on peut les résumer en quelques mots. Il est hors de question de les décrire de manière longue, même si en fait, chacun vaudrait la peine d'être un peu développé parce qu'il montre des éclairages très différents. Alors le tout premier, il s'intitule Inertie, marginalisation de la Méditerranée et pragmatisme. Donc ce qu'on pourrait appeler d'une manière générale le business as usual, c'est-à-dire la prolongation des tendances sans modification très significative. Donc là, les mots-clés sont des mots d'entropie, d'inertie, de marginalisation progressive de la zone, de fragmentation des pays, de transformation progressive de l'environnement, et aussi par rapport à ça d'une attitude de pragmatisme. Alors donc dans ce contexte qui voit l'émergence de conflits croissants, puisque finalement on ne résout pas les problèmes de fond, eh bien, ils persistent, ils s'accroissent. Et donc, les acteurs comme ils ne sont pas très bien coordonnés, eh bien, il y a une atomisation des actions, des conflits récurrents et l'absence d'une dynamique forte à l'échelle régionale. Donc, on peut, dans ces conditions, imaginer que l'évolution tendancielle de la région n'est pas bonne. On observe, on subit beaucoup. C'est un scénario où l'on subit les tendances lourdes avec des tentatives d'adaptation locale mais non coordonnées. Or, à l'échelle d'un bassin qui subit des contraintes largement transversales, eh bien, une réponse coordonnée aurait beaucoup plus d'efficacité. Alors, il y a quand même beaucoup d'essais d'adaptation réussis selon les moyens des pays, selon leurs traditions, selon leur culture, selon leur expérience, notamment en matière de souveraineté alimentaire et énergétique, notamment de gestion de l'eau, bien sûr, et puis la sélection d'un certain nombre de programmes au nord comme au sud ou à l'est, qui montrent des résultats positifs. Mais là encore, je dirais que la fracture, la fêlure du système, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de coordination, d'action collective pour obtenir des effets significatifs. Sans vouloir interrompre Denis, je voudrais simplement insister sur le fait que ce scénario est le scénario tendanciel, c'est-à-dire que c'est probablement, malheureusement, le plus probable, celui où où la Méditerranée continue à fonctionner sans faire les réformes nécessaires. Pardon, Denis. Non, non, mais c'est très bien, c'est tout à fait bien dit et résumé. Le deuxième est celui du choc des crises et adaptation forcée. Donc là, on pourrait dire que d'une certaine manière, il est plus positif, malgré un titre plus alarmant, au sens où les différentes crises obligent à prendre des mesures drastiques dans un certain nombre de domaines, avec le franchissement de points de basculement, notamment l'effondrement de certains écosystèmes, donc des tempêtes qui dévastent des patrimoines littoraux, par exemple, l'émergence de violences sociales en raison des inégalités, de la privation de l'accès à des biens essentiels comme l'eau, et donc la nécessité d'un minimum d'organisation et de réaction. Alors ces crises donc déstabilisent profondément les sociétés méditerranéennes, mais en même temps elles les obligent à développer des systèmes de résilience minimale, au moins à l'échelle régionale. Donc cette instabilité entraîne donc une mobilisation. Là encore, le déficit majeur, c'est celui de la coordination à l'échelle du bassin méditerranéen. Vous comprenez bien, et ça a été développé en introduction dans les méthodes, la plupart des problématiques concernent l'ensemble des pays. Et il n'y a pas de frontières sur la mer, il n'y a pas de frontières à la pollution des plastiques, il n'y a pas de frontières aux vagues de chaleur, aux méga-feux, etc. Et donc, la seule réponse pertinente qui vale, c'est celle d'une entente, d'une coordination d'entre toutes les parties concernées.
Mais donc là, c'est surtout une réponse au coup par coup, avec une mobilisation des moyens publics comme des moyens privés pour réussir à gérer à peu près cette situation de crise. Elle pourrait ouvrir vers une vision plus globale de réaction mieux coordonnée, mais dans un premier temps, je dirais qu'il faut faire l'expérience de ces crises avant de passer à une prise de conscience qui débouche sur l'action. Le troisième est celui de la croissance à tout prix dans une Méditerranée éclatée. Alors les deux mots clés ici, c'est croissance et éclaté, hein. Donc la croissance, c'est un petit peu le mantra qui affirme que si on a de la croissance économique, donc on a de la vitesse à bord du navire et que donc on peut agir sur le gouvernail, hein, et sur la gouvernance du système. Mais donc ce système-là privilégie surtout les systèmes donc d'intérêts nationaux, hein, les systèmes économiques dans un cadre de mondialisation en croissance, avec de la compétition évidemment, des problèmes sur les emplois, la compétition sur l'accès aux emplois, le bouleversement apporté par la digitalisation de beaucoup de fonctions, l'exploitation de toutes les sortes de rentes, sans avoir le souci de la durabilité de long terme. Donc c'est toujours le souci d'une rentabilité de court terme qui domine, ce qui a une cascade de conséquences, évidemment. Beaucoup d'acteurs sont mobilisés pour que on fasse face aux enjeux les plus grands, mais sans avoir une vision de long terme. Alors, dans un premier temps, je peux dire qu'on essaye d'exploiter au mieux ce qui est disponible, mais avec comme conséquence des dégradations accrues de l'environnement, hein. Les ressources continuent à être exploitées, mais sans chercher une transition vers des systèmes durables. Le quatrième scénario, lui, est radicalement différent. Il s'ouvre sur un mot qui rassure un peu, c'est partenariat euro-méditerranéen pour une transition bleue et verte. Enfin, des bonnes nouvelles, vous me direz. Il n'y a pas que le pire n'est pas sûr. Et là, on imagine qu'il y ait un véritable dialogue qui s'ouvre entre les deux rives de la Méditerranée, pour faire court, hein, avec une vision de transition nécessaire, à la fois bleue donc sur la mer et verte sur la terre, de manière à assurer une durabilité de long terme. Donc là, le moteur, c'est une initiative grosso modo européenne, appuyée par d'autres pays riverains volontaires. Et puis là, un partenariat ouvert, confiant, le rétablissement d'une confiance dans une optique de transition énergétique et écologique. Donc évidemment, on mobilise beaucoup les connaissances scientifiques disponibles, les technologies aussi mobilisables, divers instruments économiques d'aide, des plans de développement, des innovations dans tous les domaines. Et donc la mobilisation de l'ensemble de ces outils permet de préparer, si ce n'est de réussir, hein, au moins de lancer une transition fondée sur une coopération ouverte et surtout de long terme. Hein, il ne s'agit pas de collectionner des petits projets à 3 ou 5 ans, mais vraiment d'engager une dynamique de coopération croisée avec beaucoup de volontarisme au départ, et puis en fonction des succès qui peuvent être obtenus dans différents domaines, notamment les progrès en matière de neutralité carbone, eh bien montrer que finalement le progrès est possible, qu'on n'est pas condamné de manière fatale à un déclin ou une dégradation. Alors tout ça, évidemment, s'appuie sur beaucoup d'incitations économiques. Le moteur, hein, des aides économiques est quand même considérable. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi celui de la formation, de l'éducation à grande échelle. Donc c'est quand même des chantiers très ambitieux dont les effets ne pourront être mesurés qu'au bout d'un certain nombre d'années. Donc cela implique quand même une confiance dans les différents acteurs. Le cinquième scénario est assez différent. On l'a appelé un autre modèle de développement durable spécifiquement méditerranéen. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur justement les caractéristiques spécifiques de la Méditerranée. Ce n'est pas une région comme une autre, elle a des caractéristiques tout à fait intéressantes. Elle est riche d'une longue histoire, de beaucoup d'expériences. Et donc, ce scénario s'appuierait sur cette expérience, une volonté de partenariat équilibré nord-sud, une coopération très forte,
Donc, il ressemblerait au précédent, mais avec un partage, je dirais, des initiatives et beaucoup fondé sur les spécificités méditerranéennes. Je donne par exemple le cas de la problématique de l'eau. Dans les pays du Sud, l'expérience de la gestion de l'eau est tout à fait exceptionnelle. Elle remonte à des millénaires. On peut très bien imaginer qu'au-delà du technosolutionnisme qui peut venir des systèmes à haute intensité technologique, eh bien, il y a aussi des systèmes traditionnels qui soient développés et qui s'étendent du sud vers le nord, sachant que de toute manière, le changement climatique va faire que les pays du nord, de la rive nord, vont connaître de plus en plus des climats similaires à ceux de la rive sud. Et donc, l'expérience des uns peut servir aux autres. Donc, cette dynamique, cette vision des choses, cette plus grande prise en compte des limites écologiques et la volonté d'une transition vers des modèles de développement durable intégrant l'agriculture, le tourisme, le transport, l'habitat, l'énergie, etc. C'est-à-dire là encore une tentative d'intégration de toutes les dimensions au lieu d'avoir d'une juxtaposition de solutions technologiques comme on pourrait l'imaginer un peu plus dans le cas précédent. Donc c'est un scénario très original qui s'appuie avec une grande confiance sur le désir, la volonté des pays de mettre en valeur leur patrimoine très ancien pour résoudre cette crise collectivement. Et enfin, le dernier scénario, lui, part de la mer Méditerranée elle-même. Bon, vous avez vu après la description des tendances lourdes qu'on va vers une dégradation accélérée. On peut espérer que finalement cette dégradation conduise à une volonté de réaction. Et cette volonté de réaction ne se pose pas seulement à l'échelle de la région, mais à l'échelle mondiale. Bon, il faut rappeler que quand même la Méditerranée, c'est la première destination touristique du monde avec environ 350 millions de touristes internationaux par an et c'est en croissance. Donc c'est un haut lieu de destination du tourisme mondial. Et donc la mer Méditerranée est cette grande bleue qu'on célèbre de toutes sortes de manières. Eh bien, si elle va très mal, eh bien, elle peut alerter d'une certaine manière l'opinion publique mondiale, notamment via les médias, les ONG, les scientifiques, etc. Et bien sûr, l'opinion publique, les gouvernements concernés. Donc l'idée, c'est de se dire, si on veut restaurer la qualité de la mer Méditerranée, il faut un effort à l'échelle mondiale. Ça devient un programme de type supporté par les Nations Unies et pas seulement par les pays riverains, de manière à essayer de faire un exemple de capacité de restauration d'une mer très dégradée et d'une certaine manière qui est en avance de phase de ce qui pourrait se passer à l'échelle de toutes les autres mers régionales, puis de l'océan. Donc il y a une logique à cela. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la mer, c'est la résultante des activités humaines dans les bassins versants. Donc, si on veut vraiment l'assainir, réduire les plastiques, les pollutions, mieux gérer ses ressources vivantes, s'adapter au changement des écosystèmes, eh bien, il faut progressivement remonter le cycle de l'eau en partant de son point final, de la mer, même des fosses en Méditerranée pour éviter l'accumulation de toutes sortes de plastiques, de métaux lourds, etc. Et en commençant par le littoral, un littoral propre, un littoral géré, un littoral dans lequel les stations d'épuration fonctionnent. Et puis au-dessus, les activités industrielles, le développement des villes, donc la gestion des déchets à grande échelle, et puis en remontant petit à petit l'ensemble du bassin versant. Et ce cycle vertueux donc, pourrait conduire, paradoxalement, la mer, assainir la mer, conduirait à s'engager à assainir la terre. Et donc cette ambition-là, si elle était tenue et réussie, pourrait être extrapolée à beaucoup d'autres régions du monde qui sont riveraines d'une même mer. Voilà, donc pour les conclusions, je redonne la parole à Jacques Tess. Voilà, Jacques, si tu peux dire les principales conclusions pour qu'on laisse un peu de temps au débat. Oui, non, mais juste 2 minutes de conclusion, ce ne sera pas très long. Donc, je précise que ce n'est pas des recommandations politiques, c'est des conclusions à partir du travail qui a été fait, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, la conclusion majeure, c'est que finalement, sauf bifurcation majeure, la Méditerranée, en 2050, sera dans une situation beaucoup plus alarmante qu'aujourd'hui, avec notamment une transformation
majeur de tout l'écosystème marin. Donc ça, c'est la conclusion principale. Pourquoi ça aussi? Parce qu'aux causes internes de cette situation s'ajoute la vulnérabilité et la dépendance de la région à des facteurs qui sont externes, mais qu'elle ne maîtrise pas bien, en particulier le climat. Troisième conclusion, l'attentisme, on l'a déjà dit tout à l'heure hein, en évoquant le scénario 1, l'attentisme et la politique des petits pas ne sont pas des solutions stables et tenables à long terme. Face aux ruptures qui sont déjà annoncées, des solutions de rupture seront nécessaires. Voilà. Quatrième conclusion, on n'est pas à l'abri d'effondrements locaux, on n'est pas à l'abri de risques graves, et la priorité, c'est déjà de s'y préparer par des politiques d'adaptation, de résilience, par la prévention aussi des irréversibilités majeures pour la mer. Cinquième conclusion, la région méditerranéenne pourra de moins en moins compter uniquement sur ses propres forces pour surmonter ces défis. D'où l'importance en particulier de l'implication de la région méditerranéenne dans les politiques internationales mondiales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement travailler au niveau de la Méditerranée, il faut aussi s'impliquer dans les politiques mondiales, puisque une partie du sort de la Méditerranée va se passer aussi au niveau mondial. Autre conclusion, ce qu'on voit, c'est que tous les scénarios, les trois derniers scénarios, c'est-à-dire les trois scénarios de développement durable, supposent tous en fait des formes nouvelles de coopération. Alors que ce soit coopération entre l'Europe et les pays du Sud et de l'Est, que ce soit des coopérations entre l'Europe et l'Afrique ou entre le Sud et Sud, que ce soit des coopérations entre la Méditerranée et le monde entier. Autre conclusion, c'est que, plus positive peut-être cette fois-ci, c'est qu'il y a naturellement beaucoup de blocages, on l'a parlé pour le scénario 1, mais il y a aussi des leviers importants qui existent pour des transformations futures. Alors ces leviers, d'abord, premier levier, d'abord il y a un potentiel énorme d'énergie renouvelable en Méditerranée, c'est déjà une chose très importante, parce que ça conditionne aussi le développement de l'agriculture, tout ça, etc. Il y a une capacité de résilience et d'adaptation des sociétés méditerranéennes qui est très importante, donc ça c'est aussi quelque chose qui est un atout. Il y a une marge importante d'innovation en matière de gouvernance, de coopération, en commençant d'abord par la mobilisation d'une intelligence collective méditerranéenne qui est très mal finalement, qui est très dispersée, qui est trop organisée en silos. Donc il faut déjà organiser cette intelligence collective. Et puis il y a quand même des bonnes nouvelles. Par exemple, il y a maintenant un commissariat au niveau européen à la Méditerranée qui est en train de se mettre en place. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a un potentiel d'innovation. Il y a naturellement, on pourra développer, et Denis pourra le faire, sur les nouvelles technologies qui sont possibles dans tous les domaines. Hein. Il y a le sentiment qui émerge, de toute façon, et ça c'est une marge de manœuvre, c'est un atout, il y a un sentiment qui émerge que les modes de développement, les modèles de développement méditerranéens actuels devront changer. C'est-à-dire qu'il y a quand même une conscience de la nécessité de changement. On ne pourra pas vivre éternellement sur la rente touristique, sur la rente pétrolière, etc. Il y a cette conscience en fait que les modèles devront changer et que donc il faut faire quelque chose sur ces modèles. Il y a naturellement la dimension très pas assez développée de l'aménagement du territoire. La mise en place d'incitations économiques, par exemple tout ce qui est les subventions nocives à l'environnement, donc de voir si on ne peut pas faire quelque chose au niveau des incitations économiques. Il y a le droit international qui est en train de changer sur la mer, donc le droit des océans. Il y a une conférence à Nice cette année, donc il y a une extension possible du droit. Il y a des ressources financières qui sont mobilisables, des ressources au niveau international, tout ce qu'on est en train de négocier au niveau des COP, etc., sur le transfert des fonds de financement entre Nord et Sud. Mais il y a aussi des ressources financières, par exemple, sur le paiement des services rendus. Il y a beaucoup de touristes en Méditerranée, ils pourraient peut-être payer un petit peu pour le service rendu par la mer, etc. Et puis, il y a la possibilité d'une implication beaucoup plus active des territoires et des sociétés civiles. Et dans le scénario, par exemple, le scénario 5, sur le développement, un modèle méditerranéen de développement durable qui soit spécifique, une chose importante, un levier important, c'est tout ce qui est l'échange d'expériences.
des échanges d'expériences qui ne soient pas seulement nord-sud, comme ça se fait, mais sud-sud, et qui soient aussi des échanges d'expériences qui soient par secteur, par exemple par domaine, par thème. Il y a tout un échange des expériences qui sont importants. Voilà. Alors pour conclure, en gros, l'inertie n'est pas possible. Il n'y a pas il y a guère d'autres choix aujourd'hui pour valoriser tous les marges de manœuvre que j'ai évoquées que le volontarisme. Pas d'autre choix que la définition qui doit commencer de chemin de transition pour organiser pour utiliser, valoriser toutes ces marges de manœuvre. Et c'est pourquoi, en fait, on engage maintenant une nouvelle étape, en fait, de ce travail. On a déjà réfléchi dans le cas des scénarios sur des chemins de transition, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin avec les pays du Sud en particulier. Et donc là, c'est un travail qui commence pour voir qu'est-ce qui est possible de faire par rapport à ces différents scénarios, pour aller vers ces scénarios concrètement, donc de passer d'une approche qui serait prospective à une approche qui serait plus stratégique, qui irait vers une stratégie de développement durable qui serait renouvelée. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Alors, on va tout de suite passer la parole aux auditeurs, ceux qui sont dans la salle ou ceux qui sont en ligne. Alors, pour ceux qui sont en ligne, je ne sais pas si vous nous retransmettez les questions ou s'ils peuvent les poser à voix haute. Oui, d'accord. Vous avez plusieurs questions déjà. Alors, comme je ne vois pas de main qui se lève dans la salle, on va prendre les questions en ligne. Donc, je sais pas si elle... Oui. Première question, quid de l'Union pour la Méditerranée? Écoutez, alors ça, c'est une question qui est un peu en dehors du rapport. L'Union pour la Méditerranée, c'est une structure qui existe, qui a été créée, qui est différente du PAM, du plan d'action pour la Méditerranée et du plan bleu. Je rappelle que le PAM et le plan bleu, ça dépend du programme des Nations Unies pour l'environnement, et ça regroupe donc tous les États riverains de la Méditerranée, plus l'Union européenne. L'UPM, c'est une autre tentative qui rajoute la Jordanie et la Mauritanie, qui ne sont pas des États riverains pour des raisons de stabilisation politique, et l'entièreté de l'Europe. Et donc, il y a un secrétariat qui est basé à Barcelone, et ça concerne des domaines plus larges que le développement durable. Donc, voilà, on travaille avec eux, mais c'est un organisme différent. On n'aborde pas ce sujet dans le rapport. 3 questions en une. Quel est le scénario le plus probable, le plus souhaitable et le plus dangereux? Denis, alors le plus probable, malheureusement, c'est le premier. Et pour les deux autres questions, je laisse Denis répondre. Oui, on va répondre à deux. Le plus probable, oui, malheureusement, c'est quand il n'y a justement pas cette transition qu'en conclusion Jacques Tess appelait de ses voeux. La situation ne peut pas continuer de cette manière-là, de manière indéfinie. Forcément, au bout d'un moment, il y aura des ruptures et donc anticiper, ça permet de réduire les crises et les coûts. Donc c'est ça où je rappelle aussi que l'intérêt de la prospective, c'est aussi justement en ayant connaissance des scénarios du pire, bien ça aide à les éviter. Donc ça, c'est pas négligeable quand même. Donc on ne peut pas dire on ne savait pas. C'est décrit de manière précise. Alors en dehors du probable, dont il faut sortir évidemment, le plus dangereux, eh bien moi je dirais que tous les scénarios, les 3 premiers scénarios sont des scénarios dangereux. Ils ont tous des dangers intrinsèques. Je dirais que paradoxalement, le numéro 2, choc des crises et adaptation forcée, il n'est pas le plus dangereux, même s'il y a des mots qui font peur, comme choc et crise. Mais oui, mais les crises, ça permet de réagir, de rebondir, de prendre conscience. Et c'est pour ça que finalement, paradoxalement, le scénario le plus dangereux, c'est le scénario d'une espèce de lent endormissement, finalement de refus de prise en compte des tendances lourdes qui vont se transformer en rupture violente. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout prêt, quoi. Donc là encore, on voit l'importance d'être capable de se projeter dans le futur, de savoir que les choses vont arriver. Et quand elles arrivent, de ne pas être en situation de sidération, et de se dire, bon, ben, on n'a pas fait assez pour s'y adapter, mais on peut faire mieux et plus vite. Donc ça me paraît tout à fait important à souligner. Oui, juste un mot en passant le micro à Jacques. Denis a employé le mot de sidération. On a eu cet effet de sidération récemment dans l'inondation de Valence.
alors qu'en fait, la prospective aurait dû nous dire que non, il n'y avait pas à avoir de sidération. Malheureusement, ce genre de choses va se reproduire. Jacques. Parmi les scénarios qui peuvent poser problème, en fait, il y a aussi celui de la croissance à tout prix, parce que c'est encore pire que le scénario d'inertie du premier, parce qu'en fait, ça veut dire, en fait, c'est ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement revenir sur des mesures qui sont déjà engagées actuellement dans le domaine de l'environnement, du climat, etc. Donc ça, ça pose problème. Mais bon, parmi les plus souhaitables, naturellement, il y a un débat entre ce qui est le plus réaliste et le plus souhaitable, hein. Donc c'est évident que le plus facile à mettre en place du côté des scénarios souhaitables, c'est le 4, c'est-à-dire avec une initiative, un partenariat européen, une initiative européenne avec des fonds européens, etc. Ça, c'est quelque chose qui est relativement réaliste parmi les scénarios durables. Le 5e est peut-être le plus intéressant parce qu'il va beaucoup plus loin que simplement l'économie verte et bleue, hein, puisque le scénario 4, c'est plutôt l'économie verte et bleue, il va plus loin, mais il y a des blocages importants pour mettre en place ce scénario, même si dans ce scénario 5, il y a quand même deux étapes très différentes. Il y a une première étape finalement relativement facile dans le scénario 5, scénario où on cherche un peu à changer les modèles économiques, etc. Première étape, c'est les échanges d'expériences, hein, et donc avec les collectivités locales, etc., etc. Donc là, c'est relativement facile à mettre en place. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est d'aller vers une évolution, des changements majeurs dans les modèles économiques, par exemple dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'agriculture, etc., etc. On voit bien que c'est difficile. Ça suppose des changements institutionnels importants. Le 6e, c'est peut-être le plus innovant, enfin celui qui est peut-être qui est un peu différent de ce qu'on peut imaginer. Donc la Méditerranée comme bien commun, mais très improbable, même si ça repose sur des idées qui sont en train de se développer maintenant, par exemple la reconnaissance de droit à la nature. Par exemple, ça c'est quelque chose qui est en train de se développer beaucoup, par beaucoup de gens qui pensent que c'est possible. Il y a des expériences locales qui existent de reconnaissance du droit à la nature, par exemple en Espagne, actuellement il y a des choses comme ça qui existent. Mais ça suppose aussi une mobilisation de la communauté internationale sur la Méditerranée, un peu comme ça s'est fait pour l'Amazonie, par exemple. Il y a une certaine mobilisation à la fois de la communauté scientifique et de la communauté et au niveau mondial, de l'opinion publique un peu sur l'Amazonie. Pourquoi pas sur la Méditerranée, qui est un cas presque aussi exceptionnel que l'Amazonie, hein. Donc ça, voilà. Mais bon, ce qui est important aussi de dire, c'est que tous les scénarios ont un intérêt, quel que soit. Ils ont tous, en fait, ils posent tous des questions politiques intéressantes. Voilà. Je vais peut-être juste ajouter une chose sur le scénario 6 qui a l'air d'être un scénario théorique, mais qui est peut-être moins improbable. Jacques a utilisé ce mot qu'on le pensait quand il a été commencé d'être écrit. Pourquoi? D'abord, quand on regarde un peu l'histoire des choses, c'était un peu l'idée de Serge Antoine au départ, hein. Quand le PNU a été créé, les dirigeants du PNU qui connaissaient bien lui ont demandé « Ok, qu'est-ce qu'on fait de concret maintenant ?» Et il a répondu « La Méditerranée ». Et il avait déjà l'idée que la Méditerranée était un endroit tellement exceptionnel à la fois du point de vue culturel et naturel qu'elle méritait une sorte de statut de bien commun. Bon, ça c'est le passé. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Comme l'a dit Jacques, il y a un certain nombre de pays qui sont des pays plutôt lointains qui ont commencé à donner le statut, un statut juridique, la personnalité juridique à certaines entités naturelles. Alors en général, ce sont plutôt des pays éloignés, la Nouvelle-Zélande, beaucoup en Amérique latine. Il y a eu la tentative des îles Loyauté qui a été invalidée par le Conseil d'État pour des raisons de compétence de la Nouvelle-Calédonie. Mais plus près de nous, en Europe, en Espagne, il y a l'exemple de la Mar Menor. La Mar Menor est une mer intérieure fermée, une sorte de lagune sur la côte méditerranéenne, qui a été presque entièrement détruite par, d'une part, une urbanisation massive et d'autre part, une agriculture intensive avec irrigation massive, etc. Donc il y a eu une prise de conscience des élus, des socioprofessionnels, etc. Et il y a eu la saisine pour la première fois dans l'histoire du comité de respect des obligations de la Convention de Barcelone, hein, qui existe, et dont je rappelle qu'il peut être saisi, ce qui est très rare, par les ONG.
D'habitude, le comité de respect des obligations d'une convention internationale est saisi par les États. Et là, on a un cas où il peut être saisi par les ONG, ce que d'ailleurs les ONG françaises ne savent pas, puisqu'elles ne le saisissent jamais. Donc, il y a eu une décision qui a été donnée. L'Europe s'est intéressée à ce sujet. Et finalement, le Parlement espagnol a voté une loi donnant le statut juridique, la personnalité juridique à la Mar Menor. Bon, qui est une loi qui est très intéressante quand vous la regardez. Elle prévoit un certain nombre de comités qui représentent ça, etc. Cette loi a été attaquée par le parti espagnol Vox devant le tribunal constitutionnel, qui est l'équivalent de notre conseil constitutionnel espagnol. Et la décision a été rendue il y a quelques semaines. Et la décision, quand vous la lisez, elle est en espagnol, était bourriffante. Parce que la décision dit, il y a beaucoup de choses dans le recours qui semblent assez justifiées du point de vue juridique, mais la décision dit, le système juridique espagnol tel qu'il est aujourd'hui, dans son côté anthropocentrique, n'a pas réussi à protéger la Mar Menor. Donc, il est tout à fait légitime que le législateur utilise d'autres systèmes juridiques pour essayer de protéger la Mar Menor. Et le recours est entièrement rejeté. Donc, on a là un exemple d'application concrète qui fait que la réalité dépasse un peu la fiction de ce scénario. Alors, il y a d'autres questions, je crois. Oui, on a beaucoup de questions en visio. Donc, la question suivante. Ah, allez-y, madame. Oui, pardon, il y avait madame Rampal, oui. Oui, merci de ce rapport qui est vraiment absolument passionnant et sur lequel je pense les politiques dont je fais partie à ma modeste échelle vont pouvoir s'appuyer pour enclencher et prendre de bonnes décisions. Il est vrai que dans le cadre de l'UNOC qui va avoir lieu à Nice en juin prochain, et dans le cadre de cette UNOC, vous savez que le président Macron a confié à Christian Estrosi de créer une coalition des villes et des territoires côtiers, donc à l'échelle du monde, ça correspond à 1 milliard de personnes, mais on voit bien qu'à l'échelle de la Méditerranée, il y aurait urgence à créer un sous-groupe Méditerranée qui pourrait porter toutes les ambitions, et même la plus grande, faire de la Méditerranée un territoire, un bien commun mondial. Ben moi, je pense que c'est urgent. Donc, je crois que là, on a une opportunité pour essayer de porter ce message, que vraiment votre rapport arrive à point nommé, et je vous en remercie. Alors, moi, il y a aussi une question que j'aimerais vous poser. Il y a au niveau européen, c'est vrai, une conscience des régions et des macro-régions. Et pourquoi est-ce que l'Europe tarde tant à nous faire une macro-région Méditerranée qui permettrait d'axer et de fédérer les initiatives, les financements? Et est-ce que vous pensez que ce type de solution pourrait être aussi une étape? Alors écoutez, là-dessus, moi, il me semble qu'il y a quand même pas mal de choses déjà qui existent. D'abord, il y a beaucoup de transferts financiers de l'Europe, hein, tout ce que fait la DGNIR, tout ce que font les programmes d'aide au développement, ou aussi l'AFD française, mais l'agence allemande, etc. Il y a aussi le processus d'élargissement de l'Europe. Il y a un certain nombre d'États méditerranéens qui ne sont pas dans l'Europe aujourd'hui, qui y seront demain. Je pense aux États balkaniques. Mais on sent qu'il y a un problème quelquefois d'efficacité de certaines de ces aides ou de mise en cohérence de tout ça qui, en effet, manque encore un petit peu. Si on prend par exemple la politique sur les plastiques, si les 23 pays de la Méditerranée, dans le cadre d'une macro-région, lançaient une politique forte pour éviter le rejet des plastiques en mer, on aurait des résultats probants. Oui. Alors qu'aujourd'hui, certains pays le font et d'autres ne le font pas. Vous voyez, c'est en ça Oui. qui rejoint Il faut peut-être attendre un petit peu parce qu'il y a quand même une initiative assez intéressante de la Commission européenne qui est pour la première fois de créer un commissaire européen à la Méditerranée. Vous avez probablement vu ça. Donc ça va se structurer, il faut qu'il y ait une administration, etc. On ne sait pas exactement quelle marge de manœuvre ce commissaire aura, mais c'est une initiative nouvelle, assez intéressante et qui devra peut-être être présentée, enfin être présente à l'UNOC. Oui, ce que vous dites là, ça correspond à l'enjeu sur valoriser l'espace commun méditerranéen. C'est-à-dire que par exemple, on a dit par exemple le climat, tout ce qui est global, ça intéresse la Méditerranée. On pourrait avoir des sous-groupes, un sous-groupe méditerranéen dans les COP par exemple, biodiversité, des choses comme ça. En fait, la Méditerranée, elle n'est pas identifiée. Par exemple, à la Banque mondiale, il n'y a pas de région méditerranéenne sur laquelle on puisse travailler. C'est une région qui s'appelle MENA, qui agrège
la Méditerranée avec le Moyen-Orient, etc. Donc en fait, on n'a pas d'identification claire. Et puis on n'a pas non plus de valorisation de tout ce qui est la complémentarité de ces pays. Hein, et les échanges commerciaux sont très, très, très faibles entre le Nord et le Sud, etc. Tout ce qui est, tout ça, il y a à conforter cette région. Alors, naturellement, il y a déjà des choses. On a parlé de l'UPM, on a déjà plein de choses. Hein, donc, le commissariat au niveau européen, mais ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Hein, voilà. Oui, merci. Jacques Brulet, je suis président honoraire de l'Académie d'agriculture de France, mais surtout vice-président du groupement interacadémique pour le développement. Et ma question portera là-dessus, parce que je suis d'accord avec vous sur l'intérêt et la pertinence de votre rapport. Un petit peu une question sur votre méthode. Vous venez de dire à l'instant ou tout à l'heure que vous allez questionner les pays du Sud sur ce rapport. Moi, j'ai fait beaucoup de travaux comme ça, et quand on écoute les gens du Sud, c'est très différent, quoi. Donc, j'ai peur, enfin, je voudrais que vous faites attention à ce que tous ces pays du Sud, du Maroc à l'Égypte et au Liban, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça? Ça me semble extrêmement important, même plus important que ce qu'on pense nous, quoi. Donc, je suis favorable au co-développement et en permanence, quoi. Il faut qu'il y ait un dialogue permanent, sinon, on va dire, oh, les gens du Nord, vous dites toujours la même chose, que ça ne m'intéresse pas. C'est une question de méthode, hein, parce que vraiment, ce que vous proposez me paraît très intéressant. Pour information aussi, on devrait se voir bientôt en juin, parce que je fais une conférence à Montpellier sur l'alimentation en Méditerranée. Merci. Juste une remarque, j'ai déjà fait la remarque, c'est-à-dire qu'en fait, on avait prévu la deuxième étape de notre travail, c'était de faire des travaux au niveau des sous-régionaux, notamment dans les pays du Sud. C'était le Covid, on n'a pas pu le faire. Donc en fait, on a consulté beaucoup de gens des pays du Sud, on a des experts des pays du Sud, etc. Mais il est évident qu'il y a un biais, voilà, c'est évident. Donc d'où l'importance du travail qu'on va commencer sur les transitions qui va se faire essentiellement avec un certain nombre de pays du Sud. Hein, bon voilà, c'est évident qu'il y a un déficit un petit peu là-dessus. Bon, je crois qu'il y a encore beaucoup de questions, donc on va peut-être essayer de faire des réponses plus courtes, oui. Sur ce qu'a soulevé Jacques Brulé, c'est très important effectivement d'associer à l'ensemble de la réflexion tous les pays riverains. Et ça a été, on n'a pas insisté là-dessus, mais la centaine d'experts qui ont travaillé pour, la documentation, parce qu'il y avait 37 dossiers à documenter et chacun représente entre 10 à 20 pages. Donc, vous voyez, c'est un travail quand même lourd. Il y a une grande proportion des experts qui venaient des pays du Sud. Ce n'est pas une vision, je dirais, européenne des enjeux. On s'est beaucoup appuyé sur les analyses du Sud. Donc finalement, d'une certaine manière, on les intègre dès le départ dans la réflexion. Après, pour des raisons techniques, évidemment, c'était plus facile de parler en français, de faire, à cause du Covid, les réunions, les ateliers en France, etc. Mais c'est des contraintes spéciales. Et le retour, justement, est très important, puisque finalement, d'une certaine manière, on peut envisager que le rapport sera modelé, ajusté, en fonction des retours qu'on va avoir lors de ces ateliers. Alors, s'il y a des questions similaires, on peut peut-être en prendre deux ensemble. Je ne sais pas, c'est à vous de nous dire. Non, pas forcément sur ce sujet, mais question suivante. Quel peut être le pilote pour animer une task force méditerranéenne? Madame Rampal serait une bonne pilote. Dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut un pilote, comme on a besoin d'un syndic de copropriété, mais que toute la difficulté, c'est de trouver le syndic. Et donc, c'est vrai que vous avez posé la bonne question. Moi, je pense que dans le cadre de ce que prépare la coalition des villes et des territoires littoraux, qui va être rattachée comme une structure rattachée à l'Organisation des Nations Unies, on peut imaginer une présidence tournante, avec un secrétariat général fixe qui permettra d'avoir la continuité. Je pense qu'il y a des solutions, il y a des choses qui marchent bien et il faut s'appuyer sur des choses qui marchent bien et copier le modèle. Mais c'est vrai qu'en Méditerranée, avec 23 pays, il y a toujours cette difficulté. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, et c'est en ça où cette coalition me paraît être intéressante, qui veut s'appuyer sur la coopération décentralisée entre territoires, qui permet de contourner les difficultés qu'il peut y avoir entre États. Et je crois que le sort de tous, c'est de faire comprendre aux États que les territoires doivent pouvoir travailler à leur résilience via la coopération décentralisée notamment, sans que les grands États s'entendent, quoi. Sinon, on s'en sortira jamais, quoi.
l'élévation de 40 cm de la mer pour pour la Méditerranée, quel changement cela aurait-il sur les zones côtières? Énorme question. Alors, je rappelle, c'est de l'ordre de, hein. C'est pas précis au centimètre. On aimerait être très précis, mais on peut pas l'être puisque ça dépend justement de l'évolution globale. Alors, c'est un grand enjeu, et encore, il n'y a pas de marée en Méditerranée, donc c'est relativement gérable au sens où on peut projeter assez précisément cette évolution. Je rappelle que donc même si ça paraît peut-être peu, quelques dizaines de centimètres, en réalité c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ben, beaucoup d'installations, beaucoup de villes, beaucoup d'infrastructures sont au ras de la mer, hein. Elles sont protégées souvent par des digues. On ne peut pas éternellement rajouter des digues ou protéger des villes. Bon, il y a des villes emblématiques comme Venise, bon, évidemment qu'on essaye de sauver, mais ça coûte extrêmement cher. Mais dans beaucoup de pays, pour les villes situées sur des grands deltas, notamment, je pense notamment au delta du Nil, où il y a des dizaines de millions de personnes qui sont dans des zones vulnérables, hein, eh bien, il faut anticiper cela. Et on ne déplace pas des millions de personnes en quelques années. Et par ailleurs, je souligne un autre élément, c'est que comme il y a des pénuries d'eau douce. L'eau douce, en fait, repousse la mer en zone littorale, hein. C'est une sorte de piston, hein, d'eau douce qui évite la salinisation des terres côtières basses. Or, ces terres sont très riches, donc souvent c'est le support d'une agriculture intensive, notamment des rizières, mais aussi beaucoup d'autres cultures. Et donc, la salinisation des sols résultant du déficit d'apport d'eau douce par les fleuves fait que ben, la mer percole à travers les sols dans les nappes phréatiques côtières. Et donc, elle condamne un certain nombre de cultures. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Alors, il y a des réponses à cela, il y a des menaces, mais aussi des opportunités, comme par exemple le développement massif de l'aquaculture d'eau saumâtre en Égypte, qui a permis de passer de 90 000 tonnes d'aquaculture en 1995 à 1 600 000 tonnes aujourd'hui. Ça a des conséquences considérables puisque l'apport alimentaire de protéines d'origine aquatique pour les Égyptiens est passé de 10 à 20 kilos par an. Il a rejoint la moyenne mondiale en raison de cet effet-là. Sauf que ça pose aussi d'autres problèmes, c'est qu'on perd des territoires, on menace des zones considérables. Et donc se préparer à cette espèce de tsunami au ralenti, hein, qui est en plus très peu visible, puisqu'il se passe à travers les sols, ben, est tout à fait vital, hein. C'est pas seulement important, c'est vital. Dans le prolongement finalement de Nice, hein, en quoi est-ce que Monaco pourrait avoir un rôle spécifique, sachant qu'il a eu des engagements maritimes importants? On n'a pas bien compris la question. En quoi est-ce que Monaco pourrait avoir un rôle spécifique dans le cadre de la coalition des villes et territoires ou autres, en regard de sa position? Oui, écoutez, alors là, je me permets de répondre parce que je trouve que je siège dans le conseil de la Fondation du Prince Albert pas au titre du plan bleu. D'abord, Monaco, alors, je signale que la Fondation du Prince Albert agit sur 3 régions qui sont la mer Méditerranée, précisément les pays les moins avancés et les pôles. Donc la mer Méditerranée est dans son périmètre de façon prioritaire. Et Monaco est l'État le plus riche de Méditerranée. Un des problèmes de la Méditerranée, c'est qu'on a des écarts de richesse importants entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et Monaco est très engagé pour l'environnement. Et une petite partie de l'UNOC se tiendra à Monaco, notamment la partie sur les finances et océans. Donc, il est certain que Monaco, qui est signataire, hein, de la Convention de Barcelone, qui a ratifié la Convention de Barcelone, donc qui est parti à la Convention de Barcelone et qui siège à chaque COP, et qui est représenté au sein de la Commission méditerranéenne du développement durable, jouera son rôle. J'en ai pas le moindre doute. 2 questions. Quelles sont vos recommandations pour intégrer les populations riveraines dans le changement sociétal? Et quid des énergies renouvelables en mer, flottant notamment? Bon, comment intégrer les populations riveraines? Ben, je pense que la première nécessité, c'est l'information. C'est avoir une information disponible, objective, accessible, bien traduite. Et moi, je crois beaucoup aux vertus de la pédagogie, les pédagogies de long terme. Expliquer aux gens, d'abord, ça leur permet d'être moins anxieux, voire moins angoissés. Et parce que sinon, on risque de tomber dans l'inaction en disant on peut rien faire, dans le fatalisme, etc.
Donc la première chose, informer. Deuxièmement, montrer qu'il y a des solutions. On n'est jamais complètement enfermé dans une fatalité. Et ça, c'est très important. La troisième, c'est donner des moyens pour agir. Parce que c'est bien gentil si vous dites oui, ça serait bien, j'ai bien compris, on veut s'en sortir, on veut s'adapter, mais je fais comment? Donc voilà, proposer des voies de sortie, même à l'échelle tout à fait modeste au départ, hein. Je crois beaucoup au génie inventif des personnes, de l'intelligence collective, des petites communautés, et même à l'échelle de la Méditerranée, on peut s'échanger aussi des bonnes pratiques. Et je pense la capacité des bonnes, enfin, des réussites de faire tache d'huile d'une certaine manière. Et les populations riveraines sont finalement les premières concernées. Elles vont subir le changement climatique en avance de phase par rapport au reste de l'humanité, donc c'est très important de s'en soucier. Sur la question des énergies renouvelables, en mer, donc là, il y a un potentiel considérable aussi. Il y a beaucoup de technologies mobilisables, disponibles, etc. On va avoir besoin d'énergie sur la côte, puisque c'était bien expliqué lors de la présentation, hein. On va concentrer, il y a un processus de littoralisation combiné à celui de l'urbanisation. Alors qu'il y a déjà 50% des côtes de la Méditerranée, des 46 000 km de côtes de la Méditerranée sont déjà artificialisées. Donc ce qui n'est pas une très bonne nouvelle, il faudrait peut-être ne pas l'augmenter. Donc finalement, délocaliser un certain nombre d'énergies en mer dans les endroits les plus favorables en tenant compte des effets de ces structures qui sont tout à fait considérables, hein, en positif comme en négatif d'ailleurs, et une manière, à mon avis, importante d'intégrer cette connaissance. Alors aller en mer, justement, c'est prendre en compte la colonne d'eau. Plus on s'intéresse à la colonne d'eau, plus on s'aperçoit qu'on a aussi la responsabilité de ce qui se passe en dessous de la surface, parce que souvent la perception de la mer est la grande bleue, simplement une surface, alors qu'il se passe beaucoup de choses dessous. Donc ça participe à la prise de conscience que c'est un effort collectif pour aménager cette mer en respectant ce qu'on a appelé la trame bleue. Bon, c'est une vision un peu schématique, mais qui montre bien que aménager, c'est aussi prendre soin et intégrer les enjeux de long terme. L'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis peut-elle avoir un impact sur la Méditerranée? Ça fait partie des variables que Jacques a citées tout à l'heure comme étant les chocs, hein, qui peuvent arriver et qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Voilà. Mais ça aura probablement un impact, oui, indirect, on ne sait pas encore lequel. Une des ruptures importantes que je n'ai pas citées tout à l'heure, c'est quand même la paix en Méditerranée, une évolution vers la paix en Méditerranée, quoi. Donc, je suppose que Trump, il y a des discussions sur Gaza, sur Israël, tout ça, etc. En ce moment, bon, je suppose donc là, au niveau de la géopolitique, c'est très important ce qui va se passer. Donc, je ne sais pas si Trump. Alors, bon, Trump, c'est aussi tout ce qui va se passer au niveau des COP, au niveau de tout ça, climat. Donc, bon, c'est très compliqué, hein. Il peut y avoir des aspects positifs, négatifs, etc. Quelqu'un rebondit sur la question précédente. Pouvez-vous préciser les points positifs et négatifs des énergies renouvelables en mer pour la Méditerranée? Alors, je vais peut-être, je passerai la parole à Denis après là-dessus, mais bon, c'est un sujet assez compliqué, hein, parce que il y a en effet des points positifs et des points négatifs. Alors, les points positifs, je pense qu'ils sont assez évidents. Ça permet de produire une électricité décarbonée. Elle n'est pas entièrement décarbonée parce que si on compte du berceau à la tombe, il y a toujours un petit peu de carbone dans l'électricité produite, mais moins que par les énergies fossiles, évidemment. Donc ça, c'est l'aspect positif. Cet aspect positif a été réduit récemment parce que depuis 2 à 3 ans, il y a une augmentation des coûts assez importante de l'énergie éolienne en mer, et il y a une diminution des candidats lors des appels d'offres. Ça vient en partie du renchérissement des matériaux grâce auxquels sont conduites les éoliennes. Alors, sur les aspects négatifs, il y a le fait que l'éolien en mer est potentiellement plus dommageable à la biodiversité que l'éolien à terre. Pourquoi? Parce que l'éolien à terre, dont je me suis occupé à une époque, on sait maintenant assez bien, dans la séquence éviter, réduire, compenser, réduire les impacts sur l'environnement, dans la mesure où on connaît
des localisations de moindre impact, tant sur le plan paysager que sur le plan de la biodiversité. Pour prendre un exemple simple, on sait qu'il faut éviter de mettre des éoliennes à proximité des lisières forestières parce que c'est là où les chiroptères, autrement dit les chauves-souris, passent souvent pour chasser. Alors qu'en mer, on ne connaît qu'à peu près 15% du fond des mers. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas localiser les éoliennes en mer dans les zones de moindre impact. C'est-à-dire qu'on va localiser des éoliennes dans des endroits qui sont peut-être des zones d'impact très fort. Si vous prenez l'exemple de la France, l'essentiel des éoliennes sera dans le golfe du Lion. Le golfe du Lion a plusieurs caractéristiques importantes et intéressantes. La première, c'est qu'il a évidemment un gisement éolien important. La seconde, c'est qu'il a un grand plateau continental qui va assez loin et puis qui tombe tout d'un coup. Et donc, les cétacés sont beaucoup là parce qu'ils aiment à la fois sonder là où ça tombe et puis venir se nourrir sur le plateau continental. Et par ailleurs, c'est une voie de migration très importante entre la Camargue et le Coto Doñana en Espagne et l'Afrique du Nord. Donc, et on sait que la mortalité aviaire pour les éoliennes en mer est sous-estimée parce que les éoliennes à terre, on compte les cadavres d'oiseaux, donc on sait estimer ça, tandis qu'en mer, les cadavres d'oiseaux coulent. Voilà, donc on a des risques d'implantation de ces éoliennes en mer dans des zones Natura 2000 en mer, dans des endroits riches en termes de biodiversité. Et évidemment, nous, ce qu'on essaye de prôner, c'est une économie bleue durable, c'est-à-dire oui aux ENR, mais à condition que leurs impacts sur l'écosystème méditerranéen et sur la biodiversité ne soient pas excessifs. 2 questions à nouveau. Les scénarios que vous venez d'expliquer peuvent être complémentaires. Et avez-vous mesuré l'impact des rapports précédents sur les décisions prises depuis 1989? Un exemple concret d'une mise en application. Bon, en principe, en fait, on cherche à avoir plutôt des scénarios contrastés et assez différents. Mais, donc, mais par exemple, il peut y avoir une relation, par exemple, entre les scénarios sur les risques, par exemple, et puis le premier. Donc, donc ça, c'est relativement complémentaire. Mais bon, on a quand même bien fait l'effort de, par exemple, d'avoir pour les scénarios 5 et 6, par exemple, des choses qui sont très différentes. Alors qu'en fait, il y a quand même il peut y avoir beaucoup, c'est tous les deux des scénarios de développement durable. Hein. Donc on peut éventuellement commencer par le 4 et ensuite aller vers le 5. Bon, mais on n'a pas essayé de faire ça en fait dans ce travail. Oui, je pense que c'est forcément quand on écrit un scénario, on écrit une histoire et elle doit se tenir de bout en bout. Donc, elle n'exclut pas les autres. Et puis en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est pas des scénarios qui englobent l'intégralité en même temps de tous les pays méditerranéens, parce qu'il y a une très grande variété de situations. Donc, il peut y avoir des situations correspondant à un certain scénario dans une partie de la Méditerranée, par exemple en mer Adriatique, ou en mer Égée, ou en mer d'Alboran, etc. Et puis avoir une situation assez différente dans une autre. C'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure de la propagation finalement des exemples réussis. On peut peut-être ne pas partir de l'ensemble de la Méditerranée, ce qui serait un programme un peu colossal, mais de commencer par exemple autour d'une mer sous-régionale, comme par exemple la mer Égée, bon, qui est d'ailleurs passablement polluée. Hein, on a tout à fait raison de s'en occuper, alors que c'est un haut lieu de passage touristique avec toutes les îles, etc. Donc ça peut être aussi l'Adriatique, hein, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Donc on peut avoir coexistence de plusieurs scénarios. Sur la deuxième partie de la question, sur les leçons du passé. Oui, alors c'est très intéressant. On a commencé, ça n'a pas été cité, mais on peut le dire maintenant. On a commencé par regarder ce qu'on avait dit sur les études précédentes. Et c'est toujours intéressant, puisqu'il y avait des scénarios dans l'étude de 89, et il y avait un scénario tendanciel et une alternative dans l'étude de 2005. Alors ce qu'on observe, c'est que, grosso modo, il y a un peu plus de la moitié des choses qui ont été très bien vues. Il y a des choses qui n'ont été pas vues du tout. Hein, notamment l'éruption de l'intelligence artificielle comme outil d'analyse, on ne l'avait pas anticipé, ça. Et puis, il y a des choses qui se produisent en avance de phase et d'autres qui n'apparaissent pas, mais qui restent valables. Donc, c'est assez compliqué de faire un bilan très net de disant oui, ça c'est vrai, ça c'est faux. Par contre, ce qui est important, c'est de regarder les tendances. Et là, il faut reconnaître que ce qui a été accumulé depuis maintenant des décennies
d'observation, de travaux d'expertise, de publication, etc. Parce qu'il faut voir que derrière, il y a quand même un énorme travail de documentation accumulé et qui a été exploité par des gens qui travaillent sur le sujet depuis quelquefois un demi-siècle. Donc cette expérience a été mobilisée et grosso modo, on peut dire que les grandes tendances, on les a bien vues et même si leur pente se modifie, parce que c'est par essence, je dirais, on ne peut pas anticiper quelle va être l'économie mondiale. On n'a pas anticipé que l'économie mondiale pourrait s'arrêter suite à une pandémie, par exemple. Ça aurait paru une rupture très invraisemblable. Et pourtant, elle est arrivée. Donc, il faut aussi intégrer le fait que les tendances ne sont pas absolument linéaires. De temps en temps, il y a des points d'inflexion et qui induisent d'ailleurs des points de réflexion. Voilà, sans jeu de mots, je crois que c'est bien de se saisir des surprises un petit peu que nous révèle la nature, les changements d'écosystème, des accélérations, des disparitions, de manière à en tirer profit et en utiliser les leçons pour l'action, et une action collective, pas seulement de la connaissance, mais de la connaissance pour l'action. D'ailleurs, la prospective que nous défendons au Plan Bleu, c'est une prospective qui n'est pas spéculative ou normative. L'idéal, ça serait d'aller vers telle solution, mais c'est une prospective analytique et opérationnelle permettant de donner aux décideurs des moyens de peser sur l'avenir pour qu'il soit, pour éviter le pire et aller vers le meilleur. Comme dit le rapport du GIEC, éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Oui. Je vais compléter sur le problème de la complémentarité. En fait, dans l'exercice précédent de prospective, il n'y avait qu'un scénario tendanciel et un scénario alternatif. Et là, on a choisi d'avoir beaucoup de scénarios. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère qu'il y avait tellement d'incertitudes possibles qu'en fait, on ne peut pas aller uniquement vers un alternatif possible. Il faut ouvrir les choix. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces scénarios, ce n'est pas des imaginaires, ce n'est pas des récits imaginaires, ce n'est pas quelque chose que nous, on a inventé, etc. En fait, ces scénarios, ils sont fondés sur des hypothèses très différentes sur les variables, hein, et donc sur des contextes. Donc, dans chaque scénario, le contexte est différent, les solutions sont différentes, etc. Et on insiste justement sur le fait qu'on a une ouverture possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement... le but, ce n'est pas d'avoir un scénario idéal qu'on construirait, c'est en fait se dire qu'il faut pouvoir s'adapter à des situations très différentes qui vont nous arriver. Hein. Et donc, en fait, voilà. Donc, l'idée, naturellement, il peut y avoir des interrelations, il y a des idées qu'on peut emprunter à tel scénario, voilà, qu'on peut appliquer à d'autres, mais le but, c'est pas d'avoir un scénario idéal qui aurait tous les avantages, c'est de montrer qu'il y a des contextes qui vont être très différents selon les scénarios et qu'il faut pouvoir s'adapter à toutes ces solutions. Et que aussi il faut pouvoir choisir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire des bifurcations. Il faut aller vers tel endroit ou tel autre, hein, et qu'on ne peut pas avoir en gros, on peut pas avoir tout en même temps. Voilà. Est-ce que le développement du dessalement de l'eau de mer dans les pays méditerranéens fait partie des options envisagées dans les scénarios? Oui, bien sûr, parce que c'est une nécessité. S'il y a bien un bien absolument vital, c'est l'eau. Hein. On peut se passer un peu de nourriture pendant un certain temps, mais pas d'eau. Hein. Donc, quand il n'y a pas d'autre solution, le recours au dessalement est indispensable. Ce qui est inquiétant, c'est ce qu'on fait des saumures. Parce que c'est bien d'extraire de l'eau, mais on récupère des saumures après. Et la tendance naturelle, c'est de les remettre dans la mer. La Méditerranée est déjà sursalée par rapport à l'océan. Et dans certaines zones, donc les coulées de saumure détruisent pratiquement l'environnement dans le sillage, quoi, parce que l'excès de sel, il y a de moins en moins d'espèces qui sont capables de survivre. Donc il faut faire attention à ne pas recourir systématiquement uniquement au dessalement. Par ailleurs, je rappelle que c'est un processus qui est très énergivore. Pour l'instant, la plupart des usines de dessalement utilisent des ressources fossiles pour tourner, ce qui est donc pas une très bonne idée. Donc nous, on recommande d'aller vers des systèmes d'abord d'économie d'eau. Je rappelle que pratiquement 40% de l'eau qui est acheminée est perdue par des fuites. On pourrait commencer par travailler à réduire les pertes. Et là, il y a des chantiers immenses, je dirais, dans toutes les villes autour de la Méditerranée,
Deuxièmement, la sobriété, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé, mais il faut le rappeler quand même, parce qu'on vit un peu au-dessus de nos moyens. Hein. On peut s'interroger sur l'intérêt d'arroser des golfs dans des pays du Sud, alors qu'à côté, on a une pénurie d'eau dans le village d'à côté. Bon, la pertinence des choix, là aussi, peut être interrogée. Et puis enfin, il y a des systèmes d'utilisation d'énergie renouvelable, comme par exemple le solaire pour la distillation, hein, de l'eau, pourrait aussi être mobilisé beaucoup plus massivement. On a beaucoup d'énergie solaire dans le sud. Elle est peut-être encore insuffisamment utilisée pour ce type d'adaptation. Manon Legrand, vous voulez poser une question? Même si j'ai l'impression que du coup, vous mettez beaucoup en valeur l'obligation presque de coalition de tous les pays autour de la Méditerranée. Comment les acteurs locaux, voilà, donc par exemple par rapport aux élus de Marseille et aux industries privées et publiques, comment eux peuvent se servir des scénarios que vous avez mis voilà, de façon plus immédiate peut-être que... Oui. Dans le scénario 5, en fait, c'est un scénario dont l'acteur principal, c'est les acteurs locaux. Et en fait, bon, c'est eux qui jouent le rôle majeur. Même s'il y a aussi une coopération entre les pays du Nord et du Sud au niveau des États, mais les acteurs locaux jouent un rôle absolument majeur. Donc, bon, de toute façon, dans chaque... Bon, c'est le cas aussi pour le scénario 2 sur la gestion des risques. Les risques bon, mais en fait, les solutions, pratiquement les scénarios de développement durable, c'est un scénario de coopération entre tous les différents acteurs, mais le 5, c'est vraiment très centré sur le territoire, sur tout ce qui peut se passer au niveau des territoires. Je voudrais, juste sur le problème du dessalement de l'eau de mer, je voudrais compléter, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas seulement, naturellement, les usines de dessalement sont pratiquement présentes partout, mais il n'y a pas seulement les problèmes des risques, les problèmes de précaution, des saumures, de l'énergie, etc. Il y a aussi le fait que c'est une solution qui est considérée un peu comme une solution miracle et qui peut conduire à exclure les autres. Hein. C'est par exemple, si on prend par exemple le cas du développement de l'agriculture au Maroc, par exemple, où en fait il y a des grandes usines de dessalement autour d'Agadir, hein, on fait un peu la même chose que ce qui se passe au sud de l'Espagne avec des cultures sous serre, etc., un peu de culture industrielle. Voilà. Et ça conduit en fait petit à petit à abandonner l'agriculture, les autres formes d'agriculture intérieure, qui sont à l'intérieur. Donc là, il y a un problème aussi de ne pas considérer que c'est la seule solution. Hein. Voilà. C'est un peu la solution facile. Je voudrais compléter la réponse que tu as faite à Manon Legrand, parce que je pense qu'elle pensait peut-être plutôt aux collectivités locales françaises, non pas uniquement. Mais je pense qu'il y a des choses très concrètes que les collectivités locales françaises peuvent faire. Bon, d'abord, il y a une question de porter à connaissance. Et nous, ce qu'on souhaite beaucoup, au-delà du fait qu'on va aller porter et présenter le rapport dans différents pays, c'est aussi le présenter beaucoup dans la Méditerranée française, toutes les villes de Méditerranée française ou tous les départements de Méditerranée française qui voudront qu'on leur présente, qu'on leur explique, on sera à leur disposition pour le faire. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement pour répondre à votre question? Plein de choses, parce que les collectivités territoriales ont énormément de pouvoir. Elles peuvent tenir compte de ce rapport dans leur PLU. Les régions peuvent tenir compte de ce rapport dans les SRADET. Les parcs naturels régionaux, il y en a beaucoup dans la zone Méditerranée, peuvent très bien tenir compte de ce rapport dans leur charte. Les départements qui ont la compétence sur les espaces naturels sensibles et sur les infrastructures peuvent tenir compte de ce rapport dans leur politique publique. Une chose qui est très importante, c'est que, on ne l'a pas dit, mais quelquefois il suffit simplement de réinventer le passé. Si on regarde ce qu'est la ville ou même les villages méditerranéens dans le passé, c'est très frappant quand vous êtes par exemple dans l'arrière-pays niçois. C'est une ville très dense, très concentrée et des courtes distances et où on laisse peu passer le soleil. Donc, c'était pour des raisons de sécurité. On se groupait autour d'un château sur une colline, etc. On était protégé contre les invasions qui venaient de la mer, mais aussi on pouvait tout faire à pied. On n'était pas très exposé au soleil. Ce modèle était un modèle parfaitement durable. C'est vraiment le modèle de la ville dense, avec des activités mixtes. On mélangeait professionnels, habitation, etc. Et ce modèle s'est évaporé à partir, en gros, des années 60, où on est allé vers un étalement urbain, une séparation des lieux d'habitation et des lieux d'activité, une dépendance à l'automobile qui n'existait pas avant, une exposition au soleil et à la chaleur dans des zones pavillonnaires d'étalement urbain qui n'existaient pas avant. Donc,
une des très bonnes solutions en matière de développement durable en Méditerranée, c'est de revenir à cet ancien modèle, et là je rejoins ce que disait Jacques tout à l'heure sur le fait que quelquefois les solutions viennent du sud, de la ville dense méditerranéenne, des courtes distances et mixtes. Et ça, c'est quelque chose que les élus peuvent faire. On prend une dernière question sur le Zoom et puis on va pouvoir conclure. Question de Brigitte Bornemann. Avez-vous travaillé avec des milieux académiques et des associations de la société civile pour les observations participatives locales et territoriales en France? Non, je pense que bon, il y a eu parmi les experts consultés, il y a eu des associations, il y a eu bon, mais on n'a pas fait de travail spécifique avec une association particulière. Hein, bon, en fait, on n'était pas, mais parmi les gens qui ont travaillé avec nous, il y a eu beaucoup d'associations, mais il n'y a pas eu un travail spécifique sur telle ou telle région, tel ou tel territoire ou tel domaine. Hein, voilà. Les milieux académiques, beaucoup. Je ne sais pas si il y avait beaucoup dans les experts, dans le groupe d'experts qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient des universitaires. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot là-dessus, Denis. Oui, on a cherché surtout, je dirais, la biodiversité dans les sources d'informations et des personnes interviewées, notamment, bon, Jacques a cité les 50 personnalités tout autour de la Méditerranée qui ont été interviewées, qui ont été très très riches. Il y a aussi des groupes de jeunes qui ont été interrogés, notamment au CIAM, le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, qui a fait une session spéciale là-dessus. Donc là, il y avait vraiment des jeunes venant d'un peu tous les pays méditerranéens. On a fait une session entière avec eux. C'était très intéressant parce que c'était un peu inhabituel d'ailleurs. Il y avait des choses assez originales. Donc voilà, on a essayé de diversifier au maximum les sources, sachant que quand même, compte tenu de l'énormité des informations disponibles, accumulées depuis, là, je répète là-dessus, par des travaux universitaires, des publications, des revues, etc., il y a eu beaucoup de choses. Ben, il faut déjà intégrer tout ça, en faire des synthèses, puis des super synthèses, de manière à ce que dans le travail d'élaboration des scénarios, on ait des pièces du puzzle qui soient manipulables. Hein. Et là, la variété des sources, je pense, a été largement respectée. Bon, s'il reste une question rentrée dans la salle, c'est le dernier moment. Sinon, il nous reste à vous remercier beaucoup pour votre écoute qui a été très attentive. La prochaine étape sera donc à Nice. Madame Rampal nous offrira à tous le pastis. Et en espérant que l'UNOX sera un succès et en espérant qu'on aura pu y contribuer par ce travail et d'autres choses que le Plan Bleu pourra faire d'ici là. Merci à tous pour votre présence.